Cette guerre, elle semble interminable, Jean Messia. Disons qu'elle semble interminable. Elle est interminable si le Hamas continue sur sa lancée mortifère. Si vous voulez, on sait très bien que le Hamas, son intérêt n'est pas l'arrêt de la guerre, parce que l'arrêt de la guerre signifierait l'arrêt du sang palestinien qui coule. Or, comme l'ont précisé tous les dirigeants du Hamas, comme Ismaël Haniyeh ou même Al-Sinwar, il disait que le sang palestinien doit couler à flot et le plus longtemps possible pour que notre cause soit légitimée et pour que notre ire révolutionnaire soit maintenue aux yeux du monde. Donc le Hamas n'a pas du tout intérêt à l'arrêt de la guerre, puisqu'il se sert en réalité des Palestiniens, de la population palestinienne, des femmes, des enfants, des vieillards, pour attirer sur lui les regards du monde et faire croire à un génocide en refusant systématiquement et de rendre les otages et de déposer les armes, ce qui serait les deux solutions définitives et recevables pour l'arrêt de cette guerre. Donc même à la limite, même juste rendre les otages. Si demain le Hamas dit on rend les otages, je pense que devant la communauté internationale, Israël aurait du mal à poursuivre son opération. Mais comme le Hamas n'a pas intérêt, encore une fois, à ce que cette guerre s'arrête, parce que, je vous rappelle d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, cette résistance, entre guillemets, qui est pour moi uniquement du terrorisme, et elle est admirée par toute la rue arabe. Les figures du Hamas qui soit luttent contre Israël, soit ont été éliminés par Israël, font figure de héros dans la rue arabe. Donc évidemment, le Hamas n'a pas intérêt à arrêter cette guerre et va continuer. Donc je crains que, si vous voulez, pour terminer, je crains que si la guerre continue, s'il n'y a pas les conditions qui sont réunies pour un cessez-le-feu et encore moins pour la paix, il faut mettre cela exclusivement sur la responsabilité et sur le dos du Hamas. Et Jean Messia, la guerre fera-t-elle encore rage à Gaza le jour où Joe Biden quittera la Maison-Blanche, selon vous? Écoutez, si on en juge à l'histoire de ces 20 dernières années, nous avons plutôt eu des administrations démocrates, exception faite de George Bush Jr. Nous avons plutôt eu des administrations démocrates qui étaient belliqueuses et des administrations républicaines, notamment celle de Donald Trump, qui étaient plutôt contre toute attente d'ailleurs, des administrations qui ont fait prévaloir la paix dans le monde. Je rappelle quand même que durant son premier mandat, entre 2016 et 2020, Donald Trump a réussi à renouer le dialogue avec la Corée du Nord, qui était au bord des nations et qui a failli déclencher une guerre nucléaire. Il l'a ramené dans le rang. Je rappelle également que sous l'administration Trump entre 2016 et 2020 ont été signés les accords d'Abraham, qui étaient des accords historiques permettant de compléter les traités de paix qui ont été signés avec un certain nombre de pays arabes par le passé, et notamment en incluant des pays importants comme les Émirats arabes unis ou le Bahreïn. Bref, je pense que Donald Trump a les moyens et a surtout la volonté et a, comment dirais-je, le souhait de clore un certain nombre de guerres que les démocrates et notamment l'administration Biden se sont plus à alimenter. C'est ça toute la question. Notamment à la guerre en Ukraine, Trump a déjà... C'est ça toute la... Les électeurs ont voté pour, je cite, les martyrs des résistants, c'est-à-dire l'élimination de Sinwar et d'Haniyeh, et ils ont placé ça même devant la chute d'Al-Assad. C'est incroyable quand même. Vous savez, quand j'ai entendu ça, j'ai lu ça tout à l'heure quand on m'a envoyé les thèmes, ça m'a fait penser au Time Magazine de 1931 qui consacrait Adolf Hitler comme l'homme de l'année. Et vous savez pourquoi Adolf Hitler a été entre autres consacré homme de l'année ? Eh bien tout simplement parce que vous aviez à l'époque une énorme minorité allemande ou d'origine allemande qui vivait aux États-Unis, sur laquelle d'ailleurs comptait Adolf Hitler pour empêcher les États-Unis d'entrer en guerre. Donc là on a à peu près la même chose, on a un totalitarisme islamique au sein du Hamas qui commet des crimes, qui perpètre des tentatives de génocide. Le rêve du Hamas, ça serait de génocider l'ensemble des Juifs de la terre d'Israël, mais le problème c'est qu'il ne le peut pas, à la différence d'Israël, qui, si elle le voulait, Israël pourrait commettre un génocide, mais ne le fait pas. Vous voyez, ça fait quand même plus qu'une nuance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, évidemment, que la rue arabe, ça n'est pas les dirigeants.
j'entendais Monsieur Hatem nous expliquer que vous avez un certain nombre de pays arabes qui sont sionistes, mais dans quel monde vit-il? Peut-être que les dirigeants ont signé des accords de paix, des traités de paix avec Israël. Ça ne veut pas dire que la Casbah d'Alger ou les bas-fonds du Caire sont devenus du jour au lendemain pro-sionistes, puisque dans ces pays, comme chacun sait, les pouvoirs ne procèdent pas du peuple. Et probablement que s'ils procédaient du peuple, on l'a vu en Égypte, lors des élections, eh bien ce sont les frères musulmans qui l'ont emporté en 2011. Donc il faut arrêter de raconter des salades. Et troisième point, sur les chrétiens, excusez-moi, la population chrétienne de Bethléem n'a fait qu'augmenter tout au long de l'administration israélienne de la ville jusqu'en 95, alors qu'elle a fondu comme neige au soleil à partir de 95, en baissant pratiquement de 90%. Je rappelle que la population chrétienne en Israël a augmenté ces 20 dernières années, pendant qu'elle fondait comme neige au soleil, non seulement dans les territoires palestiniens où il n'y a quasiment plus aucun chrétien, mais également dans l'ensemble des pays arabo-musulmans. Et troisième chose, attendez, comment vous expliquez que des chrétiens fuient pour aller à Gaza? Mais non, mais c'est faux ça. Quatrième élément. Non mais je vous ai laissé parler, monsieur Hatem. Quatrième et dernière. Non mais vous répondrez dans un instant. Quatrième et dernier point. Quand monsieur Hatem, appuie son raisonnement sur l'avis des autorités religieuses. Excusez-moi, les autorités religieuses dans les pays arabo-musulmans ne sont pas totalement libres. On n'imagine pas une autorité religieuse à Gaza ou n'importe où dans un pays arabo-musulman dire je suis du côté d'Israël. Oui, Israël a raison. Vous comprenez? Pas plus d'ailleurs que sous Vichy, vous aviez les évêchés catholiques. Les évêchés catholiques nous disaient nous sommes pour la résistance en France. Vous voyez ce que je veux dire? Les chrétiens d'Orient sont des dhimmis. Vous savez très bien de quoi je parle. Ils ne sont pas libres de leurs paroles. Je préfère être un chrétien d'Orient, excusez-moi, vivant à Tel Aviv ou vivant à Jérusalem, plutôt qu'un chrétien d'Orient vivant au Yémen ou à Gaza ou en Syrie. Excusez-moi. Messieurs, je suis beaucoup plus proche de la civilisation israélienne que des civilisations arabo-musulmanes. Moi, je pense, si vous voulez, que il y a un droit irrédentiste du peuple juif sur la terre d'Israël. Il n'y a pas un peuple juif, monsieur. Il y a un peuple juif. Il n'y a pas un peuple juif. Mais à supposer que ça soit vrai, à supposer qu'il n'y ait pas de peuple juif, et à supposer que vous ayez raison, et à supposer qu'effectivement les juifs se soient constitués en peuple pour envahir ce territoire. Il n'y a pas un peuple palestinien. Envahir ce territoire et occuper. Non mais on va suivre le raisonnement de monsieur Hatem. On va suivre le raisonnement de monsieur Hatem jusqu'au bout. Mais vous le dites à chaque fois. Je peux en placer une ou pas? Je vous ai tous laissé parler. Laissez-moi parler. S'il vous plaît. Sur ce plateau qu'il n'y a pas un peuple palestinien. Alors vous avez dit s'il vous plaît. Et vous avez dit s'il vous plaît. Stop, vous en avez. Jean Messia, après on avance. Non. Donc en admettant que ça soit vrai, excusez-moi, mais qu'ont fait les arabo-musulmans depuis des siècles? N'ont-ils pas conquis des territoires qui ne leur appartenaient pas? Qui aujourd'hui contesterait la souveraineté des Ottomans sur Constantinople, qui est devenue Istanbul, ou sur le fait que la grande mosquée que la grande cathédrale Sainte-Sophie soit devenue une mosquée? Pourquoi lorsque l'islam met le pied dans un endroit, ça devient incontestable, et quand l'islam perd le pied dans un endroit, tout le monde se ligue pour pouvoir faire en sorte que l'islam y revienne. Ça, je ne comprends pas. Si jamais... Mais vous êtes d'origine égyptienne. Si alors... Vous avez applaudi les Fatimides. Mais les Fatimides, parce qu'on a vite déchanté, vous le savez très bien. On a vite déchanté. On a vite déchanté pour... Et vous le savez très bien. On a vite déchanté. À la communauté maronite, nous avons été sauvés par Mouawiya, qui était musulman. Non, au début. Et ensuite, vous avez été persécuté et vous êtes devenu un dhimmi. Qu'on leur coupe le... Rima Hassan doit être déjà déchue de son mandat européen parce qu'elle ne représente pas la France, elle représente des peuples étrangers à la France, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'elle doit être condamnée évidemment pour apologie du terrorisme et surtout pour haute trahison à la France et aux Français, puisque Rima Hassan a été naturalisée en 2010 par le président Sarkozy. Je me demande d'ailleurs sur quels critères cette personne a été naturalisée, parce qu'elle n'a rien de français, elle ne défend pas la France, elle n'a pas un regard français sur un conflit qui est étranger.
le conflit israélo-palestinien par rapport à un Français d'identité française est un conflit étranger qui doit être traité par le ministère des Affaires étrangères. Ça n'est en rien un conflit national, un conflit sur notre sol. Il n'est un conflit sur notre sol que parce qu'il y a un tentacule de la Oumma islamique composé entre 10 et 15 millions de musulmans vivant en France, et c'est ce peuple-là dont Rima Hassan veut s'arroger, si vous voulez, la représentation. Elle ne représente pas la France. Et d'ailleurs, dans son tweet qu'évoquait votre invité, très justement, le tweet il évoque des franco-palestiniens. Mais combien de franco-palestiniens il y a? C'est une toute petite poignée. En réalité, elle fait appel aux musulmans français. Et d'ailleurs, le Hamas, Harakat al-Muqawma al-Islamiyya, c'est-à-dire le mouvement de la résistance islamique, ne contient nulle part le mot Palestine ou palestinien. C'est un mouvement religieux qui vise à mobiliser la Oumma sur une problématique face à Israël dans une sorte de guerre de religion entre l'islam et les juifs.